ma sœur m'a demandé de garder ses enfants pour qu'elle puisse faire quelques courses. Elle s'est envolée pour Ibiza. Je l'ai découvert quand sa fille de 4 ans, Chloé, m'a dit « Maman est en bikini ». Je l'ai appelée. Elle m'a répondu « Contente-toi d'être une bonne tata ». J'ai rétorqué « Tu vas avoir besoin d'un bon avocat ». 2 jours plus tard, elle hurlait. J'ai couvert les bêtises de ma sœur idiote pendant des années, bien plus longtemps que j'aurais dû le faire. Je me disais que c'était juste une phase, qu'elle finirait par sortir de ce chaos permanent. Je m'étais même convaincue qu'elle aimait Chloé à sa manière. Mais la vérité, c'est que Léa n'a jamais changé. Elle est juste devenue plus douée pour cacher à quel point elle s'en fichait. Elle avait toujours une excuse toute prête. Elle était épuisée, elle travaillait sur elle-même, elle essayait de se retrouver. Ce que cela signifiait réellement, c'est qu'elle passait son temps en soirée, sortait avec des types rencontrés sur Instagram, ou organisait des voyages de dernière minute qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir tout en refilant Chloé à moi ou à n'importe qui d'autre répondant au téléphone. Et c'était toujours moi qui répondais. J'allais chercher Chloé à l'école quand Léa oubliait l'heure. Je l'emmenais chez le dentiste quand Léa prolongeait sa grasse matinée. Je lui achetais ses cadeaux d'anniversaire parce que Léa dépensait l'argent de la pension alimentaire chez une prothésiste ongulaire à domicile qui faisait des miracles. Pendant des années, j'ai ravalé ma colère, j'ai souri pour le bien de Chloé, et j'ai laissé Léa s'en tirer à bon compte. Parce que j'aimais cette petite fille. Comme si c'était la mienne, et je me disais que quelqu'un devait bien prendre ses responsabilités. Mais cette dernière fois, c'était différent. C'était un jeudi matin quand Léa m'a appelé à 8 heures. Elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous médical et qu'elle avait besoin que je garde Chloé juste quelques heures. Elle a promis d'être de retour pour le déjeuner. Elle semblait pressée. Mais pas stressée, un peu trop joyeuse, honnêtement. J'étais déjà méfiante, mais j'ai accepté parce que, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? 10 minutes plus tard, elle a déposé Chloé en pyjama froissé, sans siège auto, et m'a tendu un sac à langer qui semblait n'avoir pas été ouvert depuis des semaines. Pas d'emploi du temps, pas de nourriture, juste une petite bouteille de jus de pomme, une barre de céréales entamées et une seule couche culotte de rechange. Puis, elle a filé. Pas de bisous, pas même un merci. À midi, je n'avais toujours pas de nouvelles. J'ai envoyé un SMS, rien. J'ai appelé, je suis tombée directement sur la messagerie. Chloé allait bien, elle a l'habitude. On a fait des croque-monsieur et on a regardé des dessins animés. Elle coloriait pendant que j'essayais de télétravailler. J'avais la nausée parce que je savais au fond de moi que ce n'était pas un simple rendez-vous médical. C'est alors que Chloé a dit quelque chose qui m'a glacée. Sortie de nulle part, alors qu'elle dessinait un soleil avec un feutre orange, elle a dit « Maman est en bikini ». Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a expliqué que maman était partie en avion avec ses copines. Qu'il y avait des palmiers, une grande piscine, et un monsieur avec des dents très blanches qui lui avait donné une boisson rose. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste attrapé mon téléphone et ouvert Instagram. La page de Léa était vide, bien sûr. Elle me bloquait systématiquement dès qu'elle partait dans l'une de ses escapades. Mais j'avais créé un faux compte quelques mois auparavant juste pour surveiller ses stories quand elle disparaissait ainsi. Et elle était là. Ibiza. Localisée dans un complexe de luxe. Souriante au bord de la piscine dans un bikini minuscule, un cocktail à la main, entourée d'autres femmes posant comme si elles étaient en vacances de printemps. Elle s'était envolée pour l'Espagne.
Elle n'avait même pas laissé un mot. Je l'ai appelée. Elle a décroché en riant, on entendait de la musique de bar en fond. Je lui ai dit que je savais exactement où elle était. Elle n'a même pas cherché à mentir. Elle a juste dit qu'elle méritait un break. Elle m'a dit d'arrêter de faire du mélodrame. Elle m'a dit de me contenter d'être une bonne tata. Comme si je devais être reconnaissante d'élever son enfant pendant qu'elle buvait de la tequila sous un palmier. C'était la goutte de trop. C'était le moment où tout a lâché en moi. Je lui ai dit qu'elle ferait mieux de se trouver un avocat, et j'étais sérieuse. Elle a pris ça à la légère en rigolant. Mais 2 jours plus tard, quand elle est rentrée et qu'elle a trouvé l'aide sociale à l'enfance devant sa porte et que Chloé n'était plus là, elle ne riait plus du tout. Quand le vol de Léa a enfin atterri, je savais déjà ce qui l'attendait. Je le savais parce que j'avais passé les dernières 48 heures à parler à des gens qui se souciaient réellement du bien-être de Chloé, ce que Léa n'avait jamais réussi à faire. Elle est rentrée en pensant poser sa valise, faire une sieste, puis peut-être passer chez moi récupérer Chloé quand elle en aurait envie. Au lieu de cela, elle a trouvé une notification orange fluo scotchée sur sa porte provenant des services sociaux. Le voisin m'a dit plus tard qu'elle est restée là à la fixer pendant 1 minute entière avant de l'arracher et de s'engouffrer chez elle. Le premier appel est arrivé 3 minutes plus tard. Elle n'a pas demandé si Chloé allait bien. Elle n'a pas demandé pourquoi les services sociaux étaient venus. La seule chose qu'elle voulait savoir, c'est comment j'avais osé gâcher sa vie. Elle a dit que j'avais monté en épingle un petit voyage. Elle a dit que toutes les mamans méritent des pauses. Elle a dit que tout le monde exagère quand on est fatigué, et que Chloé avait probablement tout inventé, ce qui était son excuse préférée dès qu'elle se faisait pincer. Elle ne comprenait pas que ce n'était pas seulement à propos d'Ibiza. C'était à propos de tout ce qu'elle avait fait avant Ibiza. Quand j'ai parlé à l'assistante sociale, je n'ai rien caché. Je leur ai parlé des journées où je gardais Chloé pendant 14 heures sans aucune nouvelle de Léa. Je leur ai parlé des nuits où je trouvais Chloé endormie sur mon canapé à 22 ou 23 heures parce que Léa avait perdu la notion du temps. Je leur ai raconté comment Léa gaspillait la pension alimentaire dans des soins esthétiques, des voyages et des tenues de marque, dans n'importe quoi sauf pour sa propre fille. Et ils ont écouté. Ils ont demandé des preuves. Je leur ai tout donné, les SMS, les messages vocaux, les photos, les captures d'écran, les dates et les heures. Ils n'avaient pas l'air surpris. En fait, l'assistante sociale a dit quelque chose qui m'a marqué, les gens comme Léa pensent toujours que personne ne fait attention. Désormais, il faisait attention. Quand l'enquêteur s'est rendu à l'appartement de Léa, il a trouvé exactement ce que je savais qu'il trouverait, un frigo vide à part des boissons énergisantes. Et un reste de plats à emporter datant de 3 jours, une pile de colis Amazon remplie de vêtements de plage, et rien pour Chloé. Pas une seule chose qui suggérait qu'un enfant vivait là. Pas de jouets, pas de vêtements à sa taille. Pas de brosse à dents, pas même une couverture à elle. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit que je pouvais demander la garde d'urgence. Je n'ai pas hésité une seconde. Ce que Léa ne savait pas encore, c'est que les services sociaux m'avaient aussi demandé une autre chose, s'il fallait contacter le père de Chloé. J'ai répondu oui immédiatement. Cela seul aurait mis Léa hors d'elle. Plus que n'importe quoi d'autre, car elle avait travaillé d'arrache-pied pour l'écarter de l'équation. Et quand j'ai eu Julien au téléphone, tout est devenu clair. Il semblait soulagé d'entendre enfin quelqu'un qui ne lui mentait pas. Il m'a confié qu'il suppliait depuis des années pour avoir ne serait-ce que des droits de visite, mais que Léa bloquait tout.
Elle lui disait qu'il n'était pas stable, que Chloé pleurait dès qu'elle entendait son nom, qu'il devait juste continuer à envoyer l'argent et arrêter de lui compliquer la vie. Elle avait construit ce mensonge si soigneusement, pensant que personne ne creuserait. Jamais. Quand il a appris ce qui s'était réellement passé, qu'elle avait quitté le pays en abandonnant leur fille sans prévenir, il a demandé dans quel délai il pouvait se rendre à la prochaine réunion avec le juge. Pendant ce temps, Léa continuait d'appeler. Elle passait des hurlements aux pleurs, jurant qu'elle allait tout arranger si je disais simplement aux services sociaux qu'il y avait eu un malentendu. Elle disait que je surréagissais, que les familles règlent ces choses-là en privé, que j'étais en train de détruire sa vie pour rien. Mais j'avais atteint ma limite. Et pour une fois, elle devait assumer ce qu'elle avait créé. À la fin de la semaine, les papiers étaient officiels. Chloé était légalement sous ma garde pendant que l'enquête se poursuivait. Et Léa? Elle était soudainement désespérée. Pas pour Chloé, mais pour le contrôle, pour l'argent, pour l'image qu'elle voulait que tout le monde garde d'elle. Et elle n'avait toujours aucune idée de ce qui allait suivre. Car la personne qu'elle craignait le plus, le père qu'elle avait passé des années à éviter, allait enfin réapparaître. Léa avait toujours cru que les larmes étaient une monnaie d'échange. Et dans notre famille, c'était le cas. Pendant des années, dès qu'elle faisait une bêtise, elle pleurait juste assez pour que notre mère cède, ou juste assez longtemps pour que je ramasse les morceaux. Elle jouait si bien la victime qu'on aurait dit qu'elle avait répété. Je pensais que c'était émotionnel, maintenant je sais que c'était stratégique. Alors quand la garde a été officiellement confiée, Léa a fait ce qu'elle faisait toujours, elle a pleuré. De grosses larmes bruyantes et dramatiques sur le caractère injuste de la situation. Elle prétendait que j'étais aigrie et que je voulais lui voler sa vie. Elle disait que j'étais jalouse de sa liberté. Elle a même dit aux services sociaux que j'avais manipulé sa fille pour lui faire dire des mensonges. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que pendant qu'elle mentait aux travailleurs sociaux et m'envoyait des pavés de menaces par SMS, Julien se préparait à revenir dans la vie de sa fille. Et il ne venait pas les mains vides. Avant tout cela, je ne savais de lui que ce que Léa m'en avait dit, qu'il n'était pas fiable, égoïste et qu'il ne voulait pas s'impliquer. Elle disait qu'il était dangereux, instable, qu'il faisait peur à Chloé. Je l'avais cru. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Jusqu'à ce que je trouve son adresse mail enfouie dans une vieille discussion où Léa m'avait incluse par erreur. J'ai pris contact. Ce que j'ai reçu en retour m'a stupéfié. Julien avait tout fait pour rester dans la vie de Chloé. Il avait envoyé des mails, appelé, proposé de se rencontrer dans des lieux neutres. Il avait même essayé de passer par des avocats, mais Léa rendait tout impossible. Elle changeait de numéro de téléphone, déménageait, et l'avait même rayé des listes de personnes autorisées à récupérer l'enfant à l'école. Et pourtant, il payait toujours la pension alimentaire chaque mois, sans un jour de retard. Il pensait que Chloé ne voulait pas le voir, parce que c'est ce que Léa lui racontait. Quand je lui ai dit la vérité, il a demandé l'adresse du tribunal sans hésiter. Lorsqu'il est entré dans ce bureau 3 jours plus tard, l'assistante sociale m'a appelé. Après la réunion. Ses mots exacts ont été « On ne voit pas souvent des pères s'impliquer autant ». Julien avait apporté un classeur. De vrais documents. Imprimés. Des mails, des reçus, des preuves de virement, des captures d'écran de messages où Léa lui disait d'arrêter de « faire semblant d'être un père ». Chaque tentative qu'il avait faite au cours des 2 dernières années était documentée et organisée. Il s'est assis calmement et a dit qu'il voulait faire
partie de la vie de sa fille de manière permanente. Léa ne s'est même pas présentée à sa propre convocation ce jour-là. Elle a envoyé un mot disant qu'elle avait des problèmes de santé mentale et qu'elle avait besoin de temps. Pendant ce temps, elle postait des photos de brunch à Saint-Tropez, taguant des amis, prétendant en ligne que tout allait bien. Quand elle a enfin appris que Julien était de retour, elle m'a appelé en pleine crise de nerfs. Elle m'a accusé d'avoir fait entrer un étranger dans la vie de Chloé. Elle disait que Julien était dangereux et que je ne savais pas ce que je faisais. Elle hurlait qu'elle irait au tribunal pour reprendre ce qui lui appartenait. Mais elle n'avait aucun dossier. Elle n'avait même pas d'avocat. La consultation gratuite qu'elle a tenté de réserver lui a dit sans détour qu'elle était dans une position catastrophique. Elle ne voulait rien entendre. Elle s'est présentée chez moi, frappant à la porte comme une forcenée. Elle hurlait que j'étais une traîtresse, que j'avais ruiné sa vie, que je n'avais aucun droit. Je n'ai pas ouvert. Chloé était dans la chambre du fond en train de regarder un film avec Julien. Je n'allais pas la laisser entendre ça. À la place, j'ai appelé la police et les services sociaux. Ils ont envoyé quelqu'un dans l'heure. Léa était partie, mais ils ont tout consigné et lui ont notifié par écrit que se présenter à l'improviste pourrait lui coûter tout droit de visite. C'était le début de ça. Chute finale. J'ai rencontré nos parents quelques jours plus tard. Ils avaient entendu des bribes de l'histoire. Je leur ai dit toute la vérité. Je leur ai montré les messages, les photos d'Ibiza, les preuves de Julien. Je n'ai pas enjolivé les choses. Je leur ai montré qui était devenue Léa, ou peut-être qui elle avait toujours été. Ma mère a pleuré. Mon père n'a pas dit grand-chose, il fixait le sol. Mais il voyait Chloé, propre, nourrie, heureuse, et il ne pouvait plus fermer les yeux. Et quand Léa les a appelés ce soir-là en pleurant parce que j'avais retourné tout le monde contre elle, ils n'ont pas décroché. Julien a continué de venir pour les réunions et les visites. Il apportait des livres, des peluches, les petits biscuits préférés de Chloé. Il se souvenait qu'elle aimait le raisin noir mais pas le vert. Il connaissait sa date d'anniversaire et le nom du doudou lapin avec lequel elle dormait. Ce n'était pas un étranger. C'était juste quelqu'un que Léa avait effacé pour garder le contrôle. Et quand j'ai vu Chloé lui sourire, pas avec méfiance mais avec chaleur, j'ai réalisé qu'il lui manquait quelque chose depuis tout ce temps. Pas seulement de la stabilité, mais son père. Désormais, elle l'avait. Pendant ce temps, Léa perdait tout, et elle s'apprêtait à faire un dernier geste désespéré, qui allait finir de détruire le peu qu'il lui restait. À la fin du mois, Léa avait perdu le contrôle de la seule chose qu'elle pensait intouchable, son récit. Elle avait toujours été la victime, la mère célibataire courageuse, la petite sœur incomprise. Mais avec Chloé sous ma garde, Julien présent et les services sociaux documentant tout, elle ne pouvait plus manipuler personne. Alors elle est devenue dangereuse. J'ai reçu un mail tard dans la nuit d'une certaine Bérénice qui se disait préoccupée par la situation de Chloé. Elle affirmait avoir entendu dire que j'étais instable, que je criais sur Chloé et que j'avais manipulé les autorités pour la voler à sa mère. Le langage était pompeux, presque théâtral. Mais le meilleur? La signature était une tentative maladroite d'un faux nom d'avocat. Je savais que c'était Léa. J'ai même fait une recherche inversée sur l'adresse mail, elle était enregistrée sous son propre nom pour un vieux blog de beauté qu'elle avait essayé de lancer des années auparavant. Je n'ai pas répondu, j'ai transféré le mail au juge. Mais ce n'était rien comparé à la suite. Le lendemain, Julien a reçu un appel de la gendarmerie.
Léa avait déposé plainte contre lui pour menace. Elle prétendait qu'il s'était présenté à son appartement, qu'il avait hurlé à travers la porte qu'il allait lui enlever Chloé. Elle avait même donné une heure précise et dit qu'un voisin pouvait témoigner. Manque de chance, elle a mal choisi son voisin. L'homme vivant sur son palier était un ancien gendarme à la retraite. Quand l'officier l'a interrogé, le voisin a ri et a déclaré que Léa n'était même pas chez elle ce jour-là, et que personne n'était venu frapper à sa porte. La plainte a été classée pour dénonciation calomnieuse. C'est là que le couperet est tombé. Léa était désormais évaluée non seulement pour négligence, mais pour entraver fausses accusations. Ses droits ont été restreints, plus de visites non supervisées, interdiction de s'approcher des lieux fréquentés par Chloé, et interdiction de communication directe avec Julien ou moi. Cela aurait dû être son signal d'alarme. Ça ne l'a pas été. Elle a disparu pendant une semaine. Pas d'appel aux services sociaux, pas de SMS. Rien. Jusqu'à ce que je sois taguée par erreur dans une story d'une de ses amies. Elles étaient en boîte de nuit à Saint-Tropez. Champagne, table VIP. Léa dansait comme quelqu'un qui n'avait pas de problème judiciaire ni d'enfant placé. La légende disait tout, maman a besoin de décompresser. Cette story a fait le tour des réseaux. Une de ses anciennes amies, Sarah, qui connaissait Léa depuis le lycée, m'a envoyé un message. Elle était dégoûtée. Elle avait cru à la version de Léa jusqu'à cette nuit-là, où Léa s'était mise à hurler dans le club qu'elle allait piéger Julien et que tout le monde regretterait de lui avoir pris son bébé. Sarah avait tout enregistré. J'ai envoyé l'audio directement à l'avocat de Julien. L'assistante sociale m'a rappelé le jour même pour dire que la situation devenait intenable et qu'ils allaient recommander la garde exclusive pour Julien. J'y étais préparée. J'aime Chloé comme ma propre fille, mais elle mérite son père, un vrai foyer. Je ne voulais pas l'élever par dépit, je voulais juste qu'elle soit en sécurité. Léa l'a appris 2 jours plus tard. Elle a tenté de s'introduire sur mon lieu de travail. Mon patron a dû appeler la sécurité. Léa a été escortée vers la sortie en hurlant que je lui avais volé sa famille, que tout le monde mentait. Elle n'a jamais eu d'autre chance. Ce soir-là, le juge a signé l'ordonnance de garde totale provisoire pour Julien. Léa n'avait même plus le droit de visite sans l'accord d'un expert et la présence d'un médiateur. Julien est venu chercher Chloé le lendemain matin. Il lui avait acheté une petite valise rose avec son prénom. Quand Chloé a demandé où ils allaient, il a simplement répondu, à la maison. Léa n'a jamais rappelé pour dire au revoir. Rien. Mais son propriétaire, lui, a appelé. Il s'est avéré qu'elle s'était volatilisée au milieu de la nuit, laissant la moitié de ses affaires derrière elle et ne payant pas ses derniers loyers. Elle est partie comme une voleuse, sans laisser de traces. Son appartement était resté ouvert, les lumières allumées, avec 2 sacs de déchets dans un coin. Il a trouvé des talons cassés, un fer à boucler à moitié fondu, et une pile de courriers non ouverts. Aucune photo de Chloé. Pas de mot d'adieu. Je n'étais pas surprise. Elle l'avait déjà fait, mais jamais avec de telles conséquences. Elle n'a rien dit à personne, pas même à nos parents. Le jour même, Julien obtenait la garde totale et permanente. Le juge n'a même pas eu besoin de délibérer longtemps. Léa ne s'est pas présentée à l'audience. Pas d'explication, pas d'avocat. La cour a conclu à un abandon manifeste. Chloé est partie vivre avec son père, et depuis ce jour,
elle n'a pas demandé après sa mère une seule fois. Pas une seule fois. C'est ce qui m'a le plus marqué. Au début, c'était comme le calme après la tempête. Plus de menaces, plus de coups à la porte. Chloé était en sécurité. Dans une maison avec un jardin, un golden retriever nommé Benji, et la nouvelle compagne de Julien, Camille, qui a été plus mère pour Chloé en 2 semaines que Léa en 4 ans. Mais le calme ne fut que relatif. Une amie de Léa, Élodie, m'a contactée. Elle disait que Léa était apparue du côté de Nice, dormant sur des canapés, racontant à qui voulait l'entendre qu'elle avait été trahie par sa famille. Elle s'était teint les cheveux en blond platine, travaillait dans un bar de plage sous le nom de Quai, et disait partout qu'elle n'avait pas d'enfant. Élodie n'était même pas choquée, elle voulait juste me prévenir. La même semaine, Julien a reçu un message bizarre d'un faux compte prétendant être un lanceur d'alerte des services sociaux, disant que j'avais corrompu l'assistante sociale. Mais j'ai reconnu l'écriture, les majuscules aléatoires. C'était elle. Léa avait créé un compte pour faire croire qu'elle avait des alliés infiltrés. On a tout signalé. Elle a alors tenté quelque chose de plus sombre en contactant l'ex-femme de Julien pour lui dire qu'il était violent. Heureusement, cette femme n'était pas dupe et a tout envoyé à Julien. Son avocat a déposé une mise en demeure en moins de 24 heures. Le dernier rempart de mensonges de Léa s'écroulait. Ce que je n'attendais pas, c'est que 2 de ses amis les plus proches m'appellent en pleurant pour s'excuser. Elles m'ont raconté que lors d'une soirée arrosée à Bordeaux, Léa s'était vantée de sa facilité à manipuler les gens. Elle avait avoué qu'elle n'avait jamais aimé être mère, mais qu'elle gardait Chloé parce qu'avoir un enfant lui permettait d'obtenir de la sympathie et des aides financières. L'une d'elles l'avait enregistré. J'ai transmis l'enregistrement à l'avocat de Julien au cas où elle tenterait un jour de contester la garde. Ce fut le moment où ses amis lui ont tourné le dos. Elle n'était plus seulement une mauvaise mère, c'était une profiteuse. Et maintenant que l'argent de la pension s'était arrêté, elle n'avait plus d'audience. Aux dernières nouvelles, elle a quitté Nice aussi. Pour monter vers Paris ou ailleurs, disant qu'elle voulait changer de nom. Légalement pour oublier tout ce drame. Elle ne mentionnait jamais Chloé. Jamais elle ne demandait si elle mangeait à sa faim ou si elle était heureuse. Elle s'est juste évaporée. Cela fait presque 1 an que personne n'a vu Léa en personne. Pas d'adresse, pas d'appel, même pas un post sur son Instagram. Autrefois si actif. Elle n'a jamais combattu pour Chloé. Jamais d'appel, jamais de demande de médiation. Une fois qu'elle n'a plus pu contrôler l'histoire, la fin ne l'intéressait plus. La garde a été finalisée il y a 6 mois. J'étais dans la salle d'audience. Elle devait apparaître en visioconférence mais ne s'est pas connectée. Son avocat commis d'office a simplement dit qu'elle ne répondait plus depuis 3 semaines. C'était fini. Et personne n'a pleuré. Chloé vit avec son père maintenant. Vous ne la reconnaîtriez pas. Elle est devenue une petite fille calme, brillante et joyeuse. Elle raconte des blagues, dessine sa maison avec son papa, Camille, Benji le chien, et parfois moi dans un coin avec une grande tasse de café. Il n'y a aucune trace de Léa dans ses dessins. Je la vois plusieurs fois par semaine. Avec Julien, on garde les choses simples. On s'occupe de la même personne, et ça suffit. Parfois, j'emmène Chloé pour une soirée pyjama, et elle court vers la porte comme si c'était le meilleur moment de sa semaine. Elle ne demande jamais après sa mère. Je pense que les enfants comprennent bien plus qu'on ne le croit. Chloé savait, avant même moi, que Léa ne reviendrait pas vraiment. Nos parents ont cessé de poser des questions aussi.
Ma mère cherche parfois son nom sur Internet, mais ne trouve rien. Mon père refuse de prononcer son nom. La dernière fois qu'on a eu un signe de vie, si on peut appeler ça ainsi, c'était une carte postale arrivée il y a 4 mois. Pas d'adresse d'expédition, pas de message. Juste une photo floue d'une plage et un seul mot, bientôt. Personne ne sait ce que ça veut dire. On l'a jeté. Le moment le plus étrange fut quand Julien a reçu un colis. Pour Chloé sans nom d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait le doudou lapin que Léa lui avait offert bébé, celui qui avait disparu le jour du départ pour Ibiza. Il était sale, tout aplati. Pas de mots. Julien l'a montré à Chloé. Elle l'a regardé un instant, l'a tenu en silence, puis l'a posé sur une étagère à côté d'eux. Ses nouveaux jouets et est retournée jouer. Pas de réaction, pas de larmes. Elle était passée à autre chose. Ce fut notre dernier contact. On a entendu dire par un serveur qu'une femme nommée qui travaillait dans un bar à Lyon, se plaignant que des gens lui avaient volé son enfant pour de l'argent. Elle est partie. Sans prévenir après avoir emprunté de l'argent à un collègue sans le rendre. Toujours la même histoire. On dirait qu'elle tourne en boucle dans sa propre vie, refusant de s'arrêter assez longtemps pour affronter ce qu'elle a perdu. Mais voici ce qu'elle a réellement perdu, sa fille, ses parents, sa réputation. Et la seule personne qui l'avait toujours soutenue. Elle n'a pas seulement perdu Chloé, elle l'a abandonnée. Face à la moindre exigence de la maternité, être présente, être responsable, se soucier d'un autre que soi-même, elle a fui. Et Chloé n'a plus besoin d'elle. Elle a un père qui est là pour ses spectacles de danse et les histoires du soir. Elle a Camille qui lui fait des crêpes en forme d'étoiles. Elle m'a moi, qui serai toujours son refuge. Elle a enfin la paix. Le genre de paix que Léa n'a jamais eu et n'a jamais su donner. Elle est libérée du chaos. Et Léa, elle est devenue ce qu'elle a toujours craint, quelqu'un d'oubliable, d'inutile, et de disparu.